le juge Aaron Barak, oui, pense qu'il pourrait y avoir les éléments et matériels et intentionnels et légaux réunis, puisqu'on sait que pour avoir une infraction pénale, il faut 3 éléments. Il pense qu'il peut y avoir effectivement ces éléments réunis et donc un risque de génocide de la part d'Israël. On marche sur la tête. Cette décision est complètement hallucinante. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Déborah Abitbol. Déborah, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate internationale, juriste, et avec vous, bien entendu, nous voulions essayer de décrypter, on va dire, les verdicts, les ordonnances, on ne sait pas trop comment les appeler, vous allez nous le dire, de cette Cour internationale de justice de La Haye, qui ont été rendues publiques vendredi dernier, avec une question d'emblée, qui est une question peut-être subjective. Est-ce que c'est on peut considérer cela comme une victoire pour Israël, ou alors au contraire, c'est quelque chose qu'Israël aurait bien voulu, dont tout Israël aurait bien voulu se passer peut-être? Alors effectivement, Daniel, la question se pose, c'est quand même une décision qui est très mitigée. Je pense que d'un point de vue, elle peut s'analyser en fait de plusieurs parts. Tout d'abord, pour répondre à votre question, il s'agit de mesures, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud, vous vous rappelez, les avocats qui sont quand même brillants de Pretoria, ont évoqué pendant une longue plaidoirie un ensemble, en fait, si vous voulez, d'éléments factuels qui ont été recueillis, qui n'ont pas été, on va dire, refutés par Israël, puisque c'est des déclarations de ministres de droite, que ce soit des personnalités publiques. Donc, effectivement, il y a eu d'abord les preuves qui ont été présentées, cette plaidoirie, et effectivement, les mesures qui avaient été demandées par l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, notamment un cessez-le-feu. Et sur le cessez-le-feu, la Cour ne s'est pas prononcée. Donc oui, on a une victoire d'un point de vue, j'ai envie de dire, de la liberté d'action, d'agir d'Israël. Mais à côté de ça, on a quand même un pamphlet de série de mesures pour lesquelles, au passage, je souligne que même Aaron Barak a voté en faveur de ces mesures. On va y revenir sur Aaron Barak, mais, voilà. mais ces mesures, elles sont... Alors, ce sont des mesures qui sont uniquement déclaratives ou qui sont astreignantes, contraignantes? Alors, on en avait parlé, Daniel, et pour le rappeler à nos auditeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas un caractère contraignant de ces mesures. Mais en tout cas, effectivement, dans les 30 jours qui vont suivre maintenant cette décision, Israël doit rendre des rapports. Et sur ça, il y a eu une majorité qui s'est prononcée, c'est-à-dire qu'elle doit nous rendre des comptes et à l'Afrique du Sud. Alors, si vous voulez, ça paraît complètement fou. On va se retrouver dans une situation où Israël va devoir rendre des comptes à l'Afrique du Sud, dont on sait qu'elle est tellement proche du Hamas, organisation terroriste, qui au demeurant n'a pas été prononcée une seule fois, une seule mise en cause dans cette décision, alors qu'on sait, je le sais en tant que juriste, qu'on rappelle toujours, on remet, on contextualise une décision. Et en fait, pour vous dire que finalement, Israël va se retrouver pris en étau, puisque dans les 30 jours, elle va devoir rendre des comptes. Alors, oui, effectivement, pas de caractère contraignant, mais si Israël persiste à ne pas rendre de compte, on sait, comme on en avait discuté la dernière fois, c'est qu'il peut y avoir une demande de la part de la Cour de justice de passer par l'ONU et de demander directement au Conseil de sécurité de se prononcer sur des mesures beaucoup plus contraignantes par rapport à Israël. Et évidemment, ça peut partir sur des mesures des contraintes ou des restrictions économiques. On connaît les sanctions économiques qui ont été à plusieurs reprises et pendant des années à l'encontre de l'Iran. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, Biden a sous-entendu, alors on ne sait pas si c'est des rumeurs ou si c'est vrai, qu'elle l'envisageait de diminuer l'armement d'Israël, c'est-à-dire de fournir de l'armement à Israël. Ça a été démenti. Est-ce que c'est en rapport avec cette décision qui a été rendue? Certainement, qui donne des coups des franches, beaucoup plus de poids et de légitimité à Biden pour faire pression sur Israël et demander d'arrêter la guerre. Alors, justement par rapport aux juges, il y avait 17 juges, ce sont les 15 juges, c'est le quorum habituel, plus 2 juges, un de l'Afrique du Sud, un d'Israël. Le juge Aaron Barak, lui, a, on va dire,
légitimement, normalement défendu Israël. Seulement, on l'a vu cautionner certaines des mesures qui ont été prises, comme par exemple le fait de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incitation au génocide ou de veiller à ce qu'Israël respecte les règles humanitaires en acheminant de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et on va dire pourquoi cela peut paraître surprenant, parce que il y a une juge qui est la juge ougandaise qui, elle, a tout simplement jugé que la plainte de l'Afrique du Sud n'était pas recevable, et donc elle l'a tout simplement massivement repoussée. C'est bien ce que j'ai compris ? Exactement, Daniel. C'est une juge qui a eu un courage qu'on peut qualifier d'héroïque, puisque c'est la seule juge. C'était une juge qui avait été d'abord qui siégeait à la Sierra Leone et qui est devenue juge à la Cour internationale de justice. Et elle seule, juge d'origine ougandaise, elle seule s'est opposée fermement à toutes les décisions. Elle a représenté à elle seule la minorité. Et effectivement, à plusieurs reprises, le juge Aaron Barak s'est départi de cette opinion dissidente pour effectivement demander à ce que des mesures soient prises pour éviter le génocide. Alors pourquoi a-t-il pas tant la difficulté de se rallier à la majorité et de donner, si vous voulez, une connotation sur Israël doit préserver parce que effectivement Israël est signataire de cette convention, mais c'est surtout ce que entend cette position, le sous-jacement de cette position, c'est-à-dire que le juge Aaron Barak, oui, pense qu'il pourrait y avoir les éléments et matériels et intentionnels et légaux réunis, puisqu'on sait que pour avoir une infraction pénale, il faut 3 éléments. Il pense qu'il peut y avoir effectivement ces éléments réunis et donc un risque de génocide de la part d'Israël. On marche sur la tête. Cette décision est complètement hallucinante. Et puis, je pense quand même, effectivement, que Aaron Barak a été trop loin. Je n'arrive pas vraiment à comprendre cette position, puisqu'il sait, il voit, il a été mandaté, il vit dans le pays. On sait qu'on a subi des massacres, des pogroms, et que la réponse a été légitime, puisque c'est ce qu'on appelle une légitime défense. Aujourd'hui, on le sait quand on voit comment l'armée agit et qu'on a à peine 20% de la destruction des tunnels. On sait très bien, comme l'a dit Netanyahou, on n'a pas besoin d'être de droite ou de gauche. On le sait très bien qu'il y a un risque d'un prochain massacre. C'est une question de temps. Donc, la réponse, en tout cas le positionnement de Aaron Barak sur certaines mesures me semble disproportionné. Et comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça veut dire que lui-même, peut-être, dans son fort intérieur, il craint que l'État d'Israël y ait dans l'État d'Israël des gens qui soient favorables à un génocide quelconque contre le peuple palestinien ? Alors effectivement, on connaît les positions de Aaron Barak, c'est des positions très tranchées, puisqu'il revendiquait, lorsqu'effectivement il a permis à la Cour, pendant de nombreuses années, à la Cour suprême, de pouvoir s'ingérer dans les décisions du gouvernement. Il avait toujours en fer de lance le fait que l'Allemagne était démocratique quand Hitler est arrivé au pouvoir. Donc, il ne s'est jamais départi de ses idées en disant que oui, même dans un État démocratique, il pouvait y avoir une tendance, il pouvait y avoir une frange du Parlement, ou en tout cas du gouvernement, qui serait susceptible d'inciter à commettre un génocide. Donc, il y a cette idéologie chez Aaron Barak qui est très ancrée et qui est très dangereuse pour nous. Alors concrètement, donc maintenant sur le fond, est-ce que ce qui s'est passé à la Cour, ce jugement, vous laisse penser que finalement Israël a bien fait d'être présente et de ne pas boycotter, on va dire, les travaux de la Cour internationale de justice, ou alors finalement sur le fond, puisque quasiment d'emblée les dés étaient pipés et que l'on savait que la Cour allait condamner, ou en tout cas prendre des mesures contre Israël, quelles qu'elles soient, eh bien il fallait justement donc éviter de s'y rendre. Alors, je pense qu'effectivement, d'un point de vue politique, Israël n'avait pas le choix. Elle était prise un peu en otage, si je puis dire, parce que les États-Unis siégeant, la présidente siégeant étant américaine, il était difficile de ne pas se représenter. C'était un manquement, c'était un pied de nez pour les États-Unis, et on sait bien évidemment qu'on est on marche en cheville avec les États-Unis dans cette guerre, puisque il y a un espèce de jeu d'équilibrisme entre les déclarations de Biden et les actions sur le terrain. Donc, d'un point de vue politique, cette représentation pour Israël devant une instance judiciaire était
importante, elle était obligatoire et elle nous montrait aussi qu'on n'avait rien à cacher puisque on sait aujourd'hui que Israël s'est beaucoup redressé, s'est beaucoup amélioré au niveau de la hasbara, c'est-à-dire de la communication, de l'image. Elle a également, depuis le début de cette guerre récolté énormément de preuves. Là où le bas blesse, et je vous rejoins Daniel, que les dés sont pipés depuis le début, c'est qu'il n'y a pas eu un mot sur les massacres du 7 octobre. Quelle a été l'origine de cette action militaire? Israël a toujours revendiqué haut et fort qu'elle ne souhaitait pas la guerre. Pourquoi il n'y a jamais eu, et alors qu'on le sait, c'est un principe de droit. Je ne suis pas en train de demander à ce qu'Israël soit considéré comme une victime. Aujourd'hui, on prend les armes et on se bat, c'est normal. Mais il y a ce qu'on appelle le principe de légitime défense ou de l'excuse, de provocation. Il y a une provocation de la part du Hamas qui est venue pendant des années auprès de la barrière de sécurité et qui finalement l'a franchie et est venue assassiner, violer et tuer des enfants, des femmes, des personnes âgées. On ne peut pas aujourd'hui faire fi de cet événement du 7 octobre qui a été l'élément déclencheur de la guerre, puisque à partir de ce jour-là seulement, Netanyahou a déclaré qu'on était en guerre. Alors donc, justement, alors c'est très centrale qui fait défaut, si vous voulez, dans cette décision, elle n'est pas bonne au niveau, si vous voulez, de la vision, puisque l'antisémitisme a été croissant, c'est venu asseoir en fait la légitimité de tous ces manifestants pro-palestiniens, mais d'un autre côté, Israël, je pense qu'elle s'unit autour de cette même idée que finalement elle ne peut compter que sur elle-même, et qu'elle doit se battre. Alors justement, puisque vous abordez ce sujet, on va faire une parenthèse par rapport à la Cour internationale de justice, et je voudrais avoir votre avis sur un sujet parce que on en parle depuis hier soir. Il y a eu, vous savez certainement hier soir, un rassemblement à Jérusalem au cours duquel, on va dire l'aile droite du gouvernement, on va dire la droite nationaliste a d'une certaine manière revendiqué le droit de s'installer ou de réinstaller des implantations juives dans la bande de Gaza, comme celle du Gush Katif qui avait été évacuée en 2005. Du point de vue du droit international ou du droit de la guerre, est-ce que de facto aujourd'hui, Israël ayant été agressé par le Hamas le 7 octobre, c'est clair, il n'y a pas plus évident que cela, Israël réagit, riposte et conquiert la bande de Gaza. Est-ce que finalement cette bande de Gaza, d'après le droit international, elle ne lui appartient pas en tant que territoire ? Complètement, Daniel, c'est une réflexion extrêmement intéressante. Et oui, effectivement, selon les principes du droit de la guerre, un territoire qui a été conquis reste à l'État qui a conquis ce territoire. On le voit bien pendant la guerre de 39-45 avec l'Alsace-Lorraine pour la France. Donc, il y a un droit de conquérir et de récupérer un territoire. On sait que Gaza nous appartenait. Aujourd'hui, on sait que c'est une zone d'autant plus importante puisque c'est une zone tampon qui va permettre uniquement et simplement d'avoir une zone militarisée qui va nous permettre de nous éloigner de cet ennemi pour éviter bien évidemment que des tunnels soient creusés. Non. Il faut qu'on puisse avoir des frontières qui soient totalement hermétiques, puisqu'on le sait, les habitants n'ont pas été en mesure, on ne les a pas entendus. Eux qui étaient sur le pourtour de la bande de Gaza, on entend des marteaux-piqueurs, on entend le sol vibrer. Donc aujourd'hui, oui, ce rôle appartient à l'armée de faire cette zone tampon et de s'assurer que la terre ne va pas être creusée à nouveau. Donc, ce que je veux dire par rapport au niveau du droit de la guerre, les éléments sont réunis. Si nous avons conquis ce territoire, puisque les États-Unis, les Nations Unies nous demandent de respecter les principes du droit de la guerre, alors par parallélisme des formes, on est également en droit de gagner des territoires. Et je dirais même, je voudrais peut-être même avoir votre confirmation d'experte, c'est-à-dire, même si pour la première fois, c'est-à-dire en 67, lorsque Tsahal a conquis la bande de Gaza, la guerre, elle n'a pas été considérée comme une guerre de réaction à un casus belli, bien qu'il y ait eu un casus belli en 1967, on s'en souvient, il y a eu un casus belli, on ne va pas revenir là-dessus, mais Israël a conquis la bande de Gaza la première fois, peut-être que la première fois, elle était moins dans son droit au niveau du droit international que cette fois-ci, puisque depuis l'armée israélienne s'est retirée totalement de la bande de Gaza et que là, elle a été agressée que l'État d'Israël a été agressé par une force militaire à partir de la bande de Gaza. Donc là, il ne devrait pas y avoir de contestation quant au droit pour Israël d'annexer ou de prendre possession ou de prendre le contrôle de la bande de Gaza, non ?
Complètement. Effectivement, c'est un point extrêmement important qui nécessite de pouvoir répondre et de vérifier si toutes les conditions sont réunies. Mais puisque, comme vous le dites, elle a été agressée par une force militaire, puisqu'on parle de groupe armé. Quand je relis la décision de la Cour de justice internationale, on parle de groupe armé, on ne parle pas de groupe terroriste. Et on parle souvent, et puis on a vu les pourcentages effarants du sondage, plus de 80% de la population de Cisjordanie considère que c'est une résistance. Oui. Les sondages également français, plus de 54% des musulmans français estiment que c'est un acte légitime de résistance. Donc, on a quand même une opinion internationale, et même le Fatah lui-même le revendique, puisqu'ils envisagent à nouveau de se réunir avec le Hamas dans le cadre de négociations pour reprendre le pouvoir à Gaza, et voire même de lui laisser ce pouvoir à Gaza. Donc, de facto, le Hamas représente la force militaire de cet État de Palestine, entre guillemets. Donc, il est tout à fait légitime que si nous nous sommes combattus, alors bien qu'on parle évidemment de guérilla, puisque oui. Ce n'est pas faire, on n'est pas dans des forces comparables, c'est des gens qui se déguisent en civil pour pouvoir mieux piéger des soldats. Donc, on n'est pas dans une véritable guerre, mais au sens de la guerre, on a, oui, une armée en face qui a un statut, qui a été légitimement mise au pouvoir, puisqu'on voit bien également, comme le disait légitimement un journaliste sur France 2, si vraiment il y avait, sur la 12, pardon, si vraiment il y avait une volonté, et je crois que c'est même Rachel Eidan qui disait que effectivement, si la population avait été hostile au gouvernement du Hamas, alors dans ce cas-là, ils auraient dû prendre les armes. Oui. On aurait vu effectivement que c'était un groupe terroriste et qui aurait pu être combattu, puisqu'on a 2 millions de personnes. Il aurait été possible d'avoir un mouvement de révolte, d'avoir un coup d'État. Rien de tout ça. Donc, on considère par la prise sur le terrain du Hamas, du gouvernement, de toute la politique, puisqu'on voit quand même qu'on a détruit un système judiciaire. Ils ont quand même un système judiciaire, ils ont un système politique en place, même si c'est de facto qui a été mis en place, qui a été reconnu. Oui. Le Fatah ne s'en cache pas. Donc, oui, effectivement, il y a sur ce point-là un travail important d'Israël, peut-être aujourd'hui de réunir toutes ces conditions et de donner, en fait, encore une fois, cette légitimité à la prise de contrôle sur le terrain qui est extrêmement importante pour la sécurité des citoyens et des civils du pourtour de Gaza. Eh bien, Maître Déborah Abitbol, merci beaucoup d'avoir accepté de décrypter pour nous ce matin donc cette décision, ces mesures donc prises par la Cour internationale de justice. Merci d'avoir été avec nous. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de se reparler quant au respect ou non du droit international autour du dossier de la bande de Gaza. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.